Les révolutionnaires peuvent être assassinés, mais on ne tue pas les idées. Ces mots, ce ne sont pas juste des paroles, c'est une promesse, celle d'un homme qui, en à peine 4 ans, a bouleversé un pays, inspiré un continent et laissé une trace que même le temps n'efface pas. Son nom, Thomas Sankara. Et aujourd'hui, je peux te raconter son histoire, pas comme un simple chapitre d'histoire, mais comme un appel. Parce que son héritage, il est entre nos mains. Jaco Haute-Volta, 21 décembre 1949. Un garçon né dans une famille modeste. Son père, ancien soldat de l'armée coloniale française. Sa mère, figure de rigueur et de dignité. Il grandit entre rigueur et simplicité. Très tôt, il apprend deux choses, la discipline et le sens de l'honneur. À l'école, il se démarque, intelligent, curieux, mais aussi rebelle face à l'injustice. Puis vient l'armée. Il entre à l'académie militaire d'Anserab, à Madagascar. Là, il découvre la stratégie, mais aussi les idéaux révolutionnaires. Il lit Marx, Lénine et Franz Fanon. Et il observe le mouvement de libération qui secoue l'Afrique et le monde. Sankara comprend vite. Pour changer le destin d'un peuple, il faut plus que des armes, il faut des idées. Et surtout, du courage. Début des années 80, la Haute-Volta vit sous le poids de la dette, de la pauvreté et de la dépendance envers les puissances étrangères. Le pays exporte du coton, mais importe même de la nourriture. Les campagnes sont pauvres, les villes étouffent sous le chômage. Les dirigeants parlent d'indépendance, mais vivent au rythme de Paris et Washington. Les élites s'enrichissent, le peuple survit. Dans ce décor, Thomas Sankara se fait remarquer. Comme ministre de l'Information, il refuse de servir de porte-parole pour masquer la vérité. Il parle clair, trop clair, il est écarté. Puis, Premier ministre en 1983, il dénonce publiquement les ingérences étrangères. Le résultat, arrestation. Le 4 août 1983, ses camarades militaires dont Blaise Compaoré organisent un coup d'État populaire. Sankara est libéré et prend la tête du pays. À 33 ans. Premier geste, il change le nom Haute-Volta, devient Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ce n'est pas juste un nouveau drapeau, c'est un message. Ici, désormais, la dignité n'est pas négociable. Santé. Dès les premiers mois, Sankara lance une campagne massive de vaccination. Plus de 2 millions d'enfants sont immunisés contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. À l'époque, certaines régions n'avaient jamais vu un médecin. Il mobilise non seulement les professionnels de santé, mais aussi les enseignants, les chefs de village, les jeunes volontaires. Les campagnes se faisaient parfois dans des conditions extrêmes, chaleur étouffante, routes impraticables, manque de matériel. Mais la volonté était plus forte que les obstacles. Résultat, une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Pour Sankara, sauver une vie d'enfant, c'est déjà construire le futur d'un pays. Éducation. Sankara ne voulait pas juste construire des écoles, il voulait une révolution éducative. Il insiste sur l'alphabétisation en langue locale pour que le savoir parle directement au cœur des enfants. Il met en place des cours pour adultes, souvent en soirée, dans les villages après le travail des champs. Les enseignants étaient encouragés à sortir des salles de classe pour aller vers ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Il disait, l'éducation est un outil d'émancipation. Sans elle, nous restons dépendants. Et cette éducation, il la voyait comme un bouclier contre la manipulation et la domination. Corruption. Là, il ne plaisantait pas. Les ministres roulent en Renault 5, pas en voiture de luxe. Il interdit aux dirigeants de voyager en première classe. Il supprime les primes injustifiées. Et pour donner l'exemple, il vend les Mercedes du gouvernement aux enchères publiques. Il explique, nous devons vivre comme notre peuple et non au-dessus de lui. Ce geste choque les élites, mais galvanise le peuple. Femme. C'est l'un des aspects les plus modernes de sa vision. Il interdit les mutilations génitales féminines,
les mariages forcés et la polygamie pour les dirigeants de l'État. Il nomme des femmes à des postes de commandement dans l'armée et dans le gouvernement. Il encourage les femmes à s'impliquer dans les coopératives agricoles et les chantiers publics. Et lors d'un discours, il lâche: la révolution et la libération des femmes vont ensemble. Les femmes tiennent l'autre moitié du ciel. Ce n'était pas juste des mots. Sous son mandat, des milliers de femmes ont accédé à des responsabilités inédites. Environnement. La désertification menaçait déjà le Burkina. Sankara lance des journées nationales de plantation d'arbres, mobilisant toute la population. En 4 ans, plus de 10 millions d'arbres sont plantés. Les écoliers, les militaires, les commerçants, tout le monde participe. Ces journées deviennent presque des fêtes populaires avec musique, repas collectifs et discours d'encouragement. Il disait: nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Bien avant que l'écologie devienne un mot à la mode, il avait compris que protéger la nature, c'était protéger la vie. Pour Sankara, l'indépendance ne se déclare pas, elle se construit. Il affirme à Addis Abeba en 1987: la dette est une reconquête habilement organisée de l'Afrique. Elle fait de nous des esclaves financiers. Il refuse les aides qui maintiennent la dépendance. Celui qui te nourrit te contrôle, disait-il. Et il ose dire: on ne peut pas opérer un changement fondamental sans un certain grain de folie. Il faut oser inventer l'avenir. Mais plus il agit, plus il dérange. Les élites locales, certains pays voisins et même des puissances étrangères le voient comme une menace. Le 15 octobre 1987, lors d'une réunion, des coups de feu éclatent. Sankara et 12 de ses compagnons sont tués. Il avait 37 ans. On peut tuer un homme, mais pas ce qu'il représente. L'héritage de Sankara ne se contemple pas comme une relique dans un musée. Il ne s'agit pas d'un passé figé dans le marbre, mais d'un feu à raviver. Aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali, au Niger ou même ailleurs dans la diaspora, une jeunesse se lève. Une jeunesse qui ne veut plus de maître à penser venu d'ailleurs. Une jeunesse qui relie Sankara, non pas pour pleurer sa mort, mais pour comprendre sa méthode. Ce n'est pas une nostalgie révolutionnaire, c'est une lucidité nouvelle. Chaque fois qu'un jeune crée une entreprise locale, qu'une femme refuse d'être réduite au silence, qu'un élève s'instruit avec fierté sur son histoire, c'est Sankara qui continue d'agir à travers eux. Et si ce que nous appelons le retour de Sankara, ce n'était pas un homme, mais une génération de Sankara silencieux qui n'attendent ni permission ni caméra, juste une direction et une conviction. Le changement ne vient pas d'en haut, il commence en bas. Alors, que veux-tu faire de cet héritage? L'admirer ou l'incarner? Thomas Sankara n'appartient pas au passé. Il appartient à ceux qui refusent de plier, à ceux qui croient que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre qu'on vienne la sauver. Les révolutionnaires meurent, mais les idées, elles, ne meurent jamais. Et toi, que feras-tu de cet héritage?